Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires de cette aglopole Méditerranée, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, depuis plusieurs mois, nous tentons d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation désastreuse des personnes sans abri de notre agglomération. Autour de nous, des gens ont faim, alors nous participons à des collectes de nourriture et nous leur servons des repas. Des gens ne peuvent pas se vêtir, alors nous leur donnons des vêtements et des chaussures. Des gens dorment dans la rue ou dans des logements indignes, alors nous leur distribuons des couvertures et des matelas. Nous pouvons mener des actions solidaires et nous le faisons avec des associations dédiées. Mais nous n'avons ni les moyens ni la volonté de pallier à long terme les carences des pouvoirs publics qui ne remplissent pas leur mission de protection des populations fragiles, notamment en matière d'hébergement. Vous savez tous ici que les structures dédiées à l'hébergement d'urgence sont saturées depuis longtemps. Un rapport d'activité départementale révèle que plus de 80% des appels au 115 reçoivent des réponses négatives. Certes, le logement est une compétence de l'État, nous le savons parfaitement, mais les collectivités locales disposent de leviers et même d'outils permettant d'apporter des réponses concrètes aux personnes sans abri. Pendant l'hiver, alors que des législateurs bien au chaud dans leurs bureaux ont osé conditionner le déclenchement du plan grand froid de mise à l'abri des personnes sans abri à des températures inférieures à 5 degrés, nous avons demandé que soient ouvertes des salles municipales sans attendre la consigne préfectorale, selon le principe d'accueil inconditionnel des personnes sans domicile inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles qui régit les CCAS, permettant l'ouverture d'hébergements d'urgence et même la création de maisons relais. On nous a répondu avec un certain cynisme qu'une salle était prête, mais qu'on ne l'ouvrirait pas. Sachez que ces dernières semaines, les épisodes pluvieux ont détrempé les couvertures que les sans-abri utilisent pour s'allonger sur le sol. De plus, ils ne disposent d'aucun endroit pour stocker leurs effets personnels. Pourquoi ne pas mettre des casiers de rangement à leur disposition, comme cela a été fait pour les touristes A7 ? Enfin, en prévention de la canicule estivale à venir, nous demandons également que des mesures de santé publique soient prises concernant l'accès à des points d'eau et l'utilisation gratuite d'installations sanitaires, WC, douches, lavabos, en nombre suffisant dans chacune des villes de l'agglomération. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, excepté M. Yves Michel, maire de Marseillan, dans un courrier arrivé hier, aucun d'entre tous les autres maires interpellés n'a daigné répondre au courrier envoyé le 22 février dernier par les 9 associations suivantes. Dalle de 7 Bassin de Thau, le collectif Logement, LDH, Emmaüs, les Amoureux de la Vie Solidarité SDF 7, le Refuge de la Gardiole, les Bons Samaritains, la CIMAD, Remue Ménage. Mesdames et messieurs, vous avez été élus pour assurer la gouvernance de la communauté d'agglomération. Est-il nécessaire de vous rappeler cette citation de l'abbé Pierre ? Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Merci. Merci. Pardon ? Bon, tu veux dire un mot, Gérard ? Juste un mot, oui. Vous œuvrez pour la bonne cause, Gérard Canova, vice-président de l'agglo, maire de Malarugue-les-Bains. Mais je me tourne vers mes élus qui sont là. On n'a pas reçu de courrier. Et je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Bon, simplement pour vous le signaler, de nous les faire passer. Hein, voilà. Moi, Président, je peux répondre. Moi, je l'ai reçu le mail, mais je n'ai même pas daigné vous répondre. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas daigné vous répondre. Parce que tous les jours, je me bats avec mon équipe municipale pour justement pour s'occuper des gens qui sont dans la précarité. Encore ce matin, j'étais avec des Ukrainiens dans mon bureau que j'héberge depuis plus de 2 ans. Que je sache, le Secours populaire peut vous le dire sur Metz, nous leur louons le local Esprit pour eux, les restaurants du cœur, et je ne vous dis pas tout
toutes les personnes que nous recevons et que nous hébergeons, que ce soit les femmes battues, que ce soit dans n'importe quel cas. Donc, au bout d'un moment, les donneurs de leçons qui viennent me dire à moi ce que je dois faire, ça commence à bien faire aussi. Comprenez? Parce que moi, tous les jours, je reçois les gens et tous les jours, je fais en sorte que ces gens aient à manger et de quoi être logés. Voilà ce que j'allais vous dire. Merci. Madame Seguin. Non, je ne pense pas du tout qu'on soit dans l'objectif de donner des leçons. Alors, je reviens sur la remarque de M. Prato. Ce courrier il a été envoyé en février à l'ensemble des élus de l'agglomération. Et nous, Véronique Kaloueba et moi-même, l'avons relayé il y a une dizaine de jours. Et c'est suite à ce relais que d'ailleurs M. Michel nous a répondu. Donc normalement, l'ensemble des élus de l'agglomération a reçu ce courrier. Peut-être qu'il est passé inaperçu. Je ne pense pas du tout qu'on soit dans l'objectif de donner des leçons, juste d'apporter des réponses à des interrogations qui sont légitimes, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se poser différemment en fonction des communes. Et il y a des réponses différentes qui sont apportées en fonction des communes aussi. Et il faut le noter et il faut le faire savoir. Donc c'est très bien que vous mentionniez ce qui est fait à Metz, par exemple. Mais voilà, il y a des questions spécifiques qui se posent en matière d'hébergement d'urgence, notamment sur les communes de Sète en particulier, mais pas que. Et donc, voilà, le collectif vient vous interpeller et non pas vous donner des leçons. Michel Aroui. Oui, excusez mon retard. Donc j'ai suivi un peu la fin de l'intervention. La préoccupation du logement et du mieux logement est une priorité enfin, en tout cas, je parle moi au nom de la ville de Frontier. Je rappelle que on fait d'abord des efforts pour le logement social et pour réhabiliter aussi les logements anciens. On met aussi, parce que quand on parle d'un toit, un toit est un droit, et je vois, je connais certaines personnes qui a dans le public, il y a aussi toute la précarité qui va aussi avec, parce que c'est bien de parler du droit d'un toit, enfin du droit au logement, mais la précarité va souvent bien au-delà. Il y a la précarité énergétique, il y a tout un ensemble de... Donc, par exemple, la ville de Frontier a mis un fonds justement pour toutes les questions de précarité énergétique, parce que c'est bien d'avoir un toit, c'est bien de le conserver aussi. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on doit mettre en place aussi pour requalifier et trouver d'autres types de logements, notamment dans nos centres anciens. Donc, je pense que c'est une préoccupation qui est importante. C'est bien aussi qu'il y ait des militants. Et moi, je salue aussi le militantisme bénévole de vos associations, parce que c'est important aussi en appui des élus, mais on n'est pas bien évidemment insensible, parce que quand on est maire ou élu, on reçoit dans nos permanences des gens soit qui ne sont pas logés, soit qui vont être expulsés, soit qui sont, qui sont mal logés. Donc c'est une préoccupation, et que quand on est élu normalement constitué, en tout cas, on a plutôt envie d'éviter dans nos communes d'avoir des situations de mal logement. Donc c'est une préoccupation. Mais souvent, nous les élus, on ne peut pas agir seul, et que c'est des politiques aussi à moyen et long terme. En tout cas, moi je parle au nom de la ville de Frontier et de l'équipe municipale. On continuera, malgré des fois la remise en cause de la loi SRU, on ne sait pas ce que ça deviendra, mais en tout cas on continuera à construire des logements sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mal logement, auparavant, on avait des problèmes de logement de certains publics. Aujourd'hui, la précarité logement touche tout public, notamment les personnes âgées. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un nouveau phénomène, donc ça touche tout public et toute population. Ce n'est pas juste des populations précaires comme on pouvait avoir avant. Aujourd'hui, même trouver un logement dans nos communes, ça touche des familles, ça touche des personnes âgées, ça touche tout public. Donc il faut qu'on se batte pour trouver des solutions et continuer aussi à promouvoir le logement social, d'où les différentes aides pour aider aussi les communes à boucler avec les bailleurs sociaux des opérations. Oui, rapidement, Président. M. Wacoul avait demandé la parole. Ah, pardon. Si vous voulez, j'y vais. Hein. Sinon, Monsieur le Vice-président, vous pouvez y aller. Non, vas-y. Non, juste, je suis un peu étonné, puisque c'est Madame Seguin qui travaille avec le collectif, a quand même beaucoup de proximité avec le département.
Et le département n'a pas de mal à fournir des logements aux migrants, dans les hôtels que nous payons, par exemple. Donc il faudrait aussi réfléchir à ce que ça soit les nôtres qui soient logés avant les autres. Puisque quand des gens arrivent de manière clandestine en France, on arrive à les loger. Et malheureusement, quand on a des personnes qui sont sans abri, qui souvent sont des travailleurs précaires, parce qu'ils ont souvent un métier aussi, ils vivent dans leur voiture, on n'y arrive pas. Donc il va falloir réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on fait de l'immigration clandestine avant de réfléchir à dire on va toujours construire, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on construit pour les autres. Monsieur Linares. Ah, j'ai bien fait d'attendre et de m'exprimer avec vous après vous. Hein. Vous ratez pas une occasion, quoi. Ah ouais. Bon, enfin bref, je reviendrai sur ce sujet après, mais d'abord, je voulais saluer, en effet, comme le disait Monsieur le maire de Frontignan, enfin, l'engagement qui est le vôtre de prendre sur votre temps et de votre énergie pour vous engager sur ces causes-là. Remercier le président de vous avoir permis de vous exprimer, c'est important que vous le fassiez. Souvent, on dit à Frontignan, quand on lance des démarches de concertation, que les habitants doivent s'occuper de ce qui les intéresse, c'est-à-dire les affaires du quotidien et tous les problèmes qu'on a à gérer. Sachez que ce n'est pas facile, les sujets que vous abordez, et que même pour nous, et d'ailleurs si on est arrivé en retard avec Michel Arouy, c'est que c'est ma faute, puisque j'avais une discussion avec un cadre, pour gérer en gros la question de la spéculation foncière sur notre territoire et sur les difficultés qu'on a à réguler le marché, y compris dans et avec les services de l'État, et notamment dans la délégation qui est faite à France Domaine, par exemple. C'est un sujet qui est important, on sent bien qu'il touche de plus en plus, malheureusement, de monde, mais c'est un sujet aussi, on en a parlé dans le cadre de nos travaux en interne, sur les démarches que nous avons engagées, dont on discute régulièrement avec Gérard Canova et qu'on prend en compte. Alors ça ne va pas assez vite, bien entendu, on ne résout pas les problèmes aussi facilement, c'est clair, mais vous faites bien de nous alerter, et dans le cadre de réunions à venir, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Et puis après, voilà, enfin, après, monsieur Pacul, moi je vous invite à avoir raison gardée, quoi, de ne pas tout mélanger. Toutes les situations des personnes qui sont sans abri, jusqu'aux familles qui aujourd'hui ont du mal à se loger, et en passant par des personnes qui fuient non pas pour faire du tourisme leur pays, mais parce qu'ils ont, ils vivent des situations que je ne souhaite à personne. Oui, enfin, c'est facile. Et que le système en France, malgré tout ce qui est dit, est géré, et pas assez bien géré d'ailleurs, notamment au niveau des moyens, que les situations que vous évoquez dans les hôtels sont des situations d'urgence, ce ne sont pas des situations stabilisées, et qu'il faut bien cloisonner les sujets, et qu'on parle de deux sujets différents. Et qu'il y a des budgets et des politiques pour gérer les situations d'urgence par rapport en fait aux questions d'immigration, et il y a des politiques et des budgets pour gérer les situations de résidents français qui sont en difficulté, et il ne faut pas opposer des gens les uns avec les autres, et que tout ça est d'une complexité que vos propos simplistes, loin d'essayer de les résoudre, rendent une polémique vaine qui ne nous permet pas d'y voir plus clair. Madame Gisardin, après Monsieur Arouy. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Michel. Je voulais simplement préciser que les sujets abordés ici sont multiples. Ils sont évidemment d'une importance qui n'est pas à mettre en cause. Je suis persuadée que tous les maires présents le savent mieux que quiconque. Je voulais simplement, en tout cas, redire, et tout ceci au nom de la ville de Sète, bien sûr, que les problématiques, il y a le logement, il y a l'alimentaire, il y a les équipements, il y a la mise à l'abri. Vous avez parlé à juste titre des difficultés en période de grand froid, et aussi des difficultés qui vont arriver en période de canicule. On ne peut pas ignorer tout ce que les villes font actuellement, en tout cas la ville de Sète. Encore une fois, je ne peux parler qu'à ce titre. Bien sûr, nous sommes en lien avec l'État, bien sûr, nous sommes en lien avec le département, et il n'est pas question de dire ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ce n'est pas du tout la politique menée par le maire et son équipe à Sète, et vous le savez. Si on parle spécifiquement de mise à l'abri, vous avez dit qu'il existait une salle qui n'avait pas été ouverte.
on n'est pas tout à fait dans la vérité. Il existe une salle qui est équipée avec tout ce dont nous aurions besoin pour y protéger des personnes. Je parle là du grand froid qui s'est passé cet hiver alors que le plan grand froid n'avait pas été déclenché, mais nous avons anticipé là-dessus. Cette salle était prête. Nous sommes en lien quotidien avec le SUS. Le SUS a la compétence et la délégation, avait lui-même ouvert des places et de ce fait nous a dit il n'est pas utile d'ouvrir cette salle. Je ne veux pas ici reprendre point par point ce que vous avez dit, ce que vous avez soulevé. L'ensemble du problème, nous le traitons, nous essayons avec les moyens qui sont les nôtres. Mais encore une fois, je ne voudrais pas laisser dire ou laisser penser que c'est un sujet qui n'est pas pris en compte. Et encore une fois, il est pris en compte de façon globale. C'est un maillage que nous faisons. Nous travaillons avec les services de l'État au travers du SUS, avec toutes les associations. Si on parle d'alimentaire, je prends vraiment 2 minutes de plus et je m'en excuse. Le problème alimentaire, tous les jours, le CCAS, les services sociaux à 7, abondent les associations, dont certaines que vous représentez à juste titre, afin que justement vous nous accompagniez, vous accompagnez ces gens dans leurs besoins alimentaires. Vous parlez pour la canicule, et j'en finirai avec cette période de canicule qui risque d'arriver. Là aussi, nous avons anticipé. La liste des points d'eau est prête et va être précisée par tous les moyens de communication la semaine prochaine. Le registre des personnes vulnérables, nous en parlons et nous en reparlons tout au long de l'année pour que les gens viennent s'inscrire. Nous sommes une ville de près de 45 000 habitants. Il y a malheureusement 130 personnes inscrites. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes populations. Vous ne pouvez pas faire cet amalgame en disant il manque de tout et ils sont très nombreux. Oui, ils sont nombreux, mais dans des tranches de population différentes. Et la difficulté d'une ville, et vous le savez aussi bien que moi, j'en suis sûre, la difficulté est de traiter les tranches de population différentes avec les tranches de difficultés différentes, avec des moyens, vous le savez, qui malheureusement ne sont pas extensibles et avec des compétences qui ne sont pas toujours accordées à la ville. Avec tout ça, personne n'est là pour dire ce n'est pas nous, c'est l'autre. Au contraire, on prend en compte, on travaille ensemble. Mais vraiment, mon intervention n'a pour but que de dire ne laissons pas penser, ni ici, ni même dans la rue, auprès des gens, qu'il ne se passe rien, que nous ne faisons rien, que nous n'anticipons rien, parce que ça, c'est une erreur fondamentale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jocelyne. Monsieur Michel Aroui, ensuite Monsieur Prato. Oui, je voudrais revenir sur l'intervention quand même de Monsieur Pacul. C'est facile d'attaquer le département, sauf que le département, sur notamment les mineurs non accompagnés, dont vous faites allusion, dans le cadre de leurs compétences. Je l'ai redit, notamment en conseil, je ne vous ai pas coupé, merci. Donc, je rappelle que le département, et tous les départements le font dans le cadre de leurs compétences. Je l'ai redit, je l'ai dit en conseil municipal, que je préfère la politique du département de l'Hérault d'accompagner, notamment des mineurs, plutôt qu'ils soient livrés à eux-mêmes, dans la rue, avec la vulnérabilité dont ils peuvent être la proie. Donc je trouve que c'est plutôt, alors là, pour le coup, vous prenez le bâton pour vous faire battre, c'est plutôt une politique offensive et responsable du département de l'Hérault et des élus qui siègent au niveau du département, plutôt que du grand n'importe quoi. Donc, et il ne faut pas mélanger tous les sujets, et vous êtes toujours dans ces logiques de bifurquer sur des sujets souvent plus populistes et politiques. Et je préfère en tout cas, et c'est le but en tout cas des interventions autour de la table des autres interlocuteurs, qui sont plutôt des interventions responsables et qui font avancer en tout cas la cause en tout cas du problème du logement, quel qu'il soit, parce qu'il est multiple. Et pour le coup, je suis désolé de vous le dire, mais le département dans ces politiques, et certains ici siègent au département, c'est plutôt des politiques responsables et qui vont de l'avant et qui, en tout cas, sont à l'appui des communes. Monsieur Gérard Prato. Voilà. Oui, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques parce que ces discours, on les entend régulièrement au conseil municipal. Et je ne veux pas faire du tout l'amalgame avec effectivement l'accueil des migrants, sur la sécurité, c'est pas vos enfants, etc. C'est un débat qui ne me concerne pas. Par contre, votre combat
très certainement, on n'est pas du même bord politique, mais ça, c'est pas un souci. Madame Gisardien, vous avez parlé du SUS de Sète, c'est très intéressant, puisque j'ai été saisi dernièrement, non pas par des gens qui travaillent à l'intérieur du SUS, et j'ai sollicité l'intervention du député de Sète, justement, pour les visiter, parce que j'ai des courriers des gens qui travaillent là-bas. Et quand vous dites que les villes font le nécessaire pour ces associations, je vous donnerai les traces de ce courrier, vous verrez dans quelles conditions ces pauvres gens travaillent en tant que surveillants, hein, avec des bagarres, des trafics de drogue, hein, des gens qui se comportent de manière déplorable à l'intérieur même du SUS. Et malheureusement, ce n'est pas la faute de ces gens-là. Ils sont livrés à eux-mêmes à travers une vie qui est chaotique pour certains. Ils se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas structurés, par un manque de moyens. J'aimerais savoir où passe le budget du SUS, parce que M. Faguerette est le président du SUS. J'aimerais savoir ce qu'il fait pour cette association sur 7, parce que vu le courrier, vu les doléances des gens qui travaillaient là-bas, avec des cafards qui circulent dans toutes les pièces, c'est quand même dramatique d'arriver à ce stade-là. Donc moi, je viens croire que le beau discours d'entendre tous les maires, parce que moi, j'ai aucun intérêt là-dedans, hein, je suis un simple élu. Certes, les villes font, on vous parle de logements qui sont mis en exergue pour permettre aux gens, mais on mélange tout. Ce qu'a dit M. Pacul, c'est la vérité. Ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans la précarité, qui vivent dans la rue. J'en vois en permanence à Montpellier, qui vivent dans des conditions, qui dorment par terre. On est les premiers à donner de l'argent dès qu'on peut, mais vous ne voulez pas vous confronter vous-même avec vos opinions politiques, à la façon de voir les choses en France. Appelons un chat un chat. Qu'on aide des gens qui sont dans la difficulté, oui, il faut les aider. Je suis peut-être une des personnes, comme parmi tant d'autres là, qui font le maximum pour aider les gens et donner mon propre argent. Il arrive un moment où on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire on a des gens qui demandent des appartements qui ont certes du boulot, mais dont la plupart des maires se servent de levier à travers les appartements, les attributions des appartements pour être réélus avec des promesses. Et vous avez ensuite des gens qui sont toujours à la recherche de logement, et là, ça ne s'intéressera pas. Parce que moi, j'entends bien les discours, mais j'entends également que même sur Frontignan, si M. le maire fait soi-disant le nécessaire par rapport aux SDF qui sont dans la rue, je les vois toujours dans la rue. Je les vois toujours la plupart du temps, et donc on a beau me dire qu'on fait le nécessaire, qu'on fait le maximum, et bien écoutez, vous avez des gens dans la rue, et vous continuerez à avoir des gens dans la rue. Moi, dans 2 ans, je ne serai plus ici, et je ne m'en porterai pas plus mal. Mais ce qu'on vous raconte, c'est des conneries. C'est des conneries parce que ce qui se passe en réalité, c'est que la plupart des élus se servent justement de leur pouvoir politique pour permettre d'être réélus les années précédentes. Et ça continue. Alors, j'entends bien le discours de M. Linares, je l'entends bien. Mais un jour, à l'occasion, à M. Linares, je lui demanderai également s'il loue pas un bien à titre personnel, puisque j'ai récupéré quand même un bail de location à ce niveau-là, et les conditions dans lesquelles la personne vivait à ce moment-là, c'est déplorable. Donc moi, je veux bien recevoir toutes les leçons de morale. Je veux bien être traité de populiste, de raciste, tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, ras-le-bol. Alors voilà. Votre combat, je le comprends. Je veux dire, je fais moi-même, peut-être sur l'émotion aujourd'hui, je suis énervé de voir cette situation. On aide comme on peut, mais ne croyez pas qu'on ne fait pas le nécessaire. Malheureusement, c'est comme ça, la vie est ainsi. On ne peut pas accueillir tout le monde, on ne peut pas abriter tout le monde, et c'est comme ça. Bravo, je dis bravo, vous continuez à vous battre, peut-être contre les moulins à vent, mais vous le faites. Chacun le fait à sa manière, financièrement. Tu passes dans la rue, tu donnes un billet, tu donnes une pièce, tu donnes n'importe quoi. Mais voilà, quand je ne donne pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Je vous remercie. Merci. Loïc? Monsieur Prato, regardez-moi. Si vous avez quelque chose à me dire, vous venez me le dire après. Non. Oui, mais il faut gérer ses émotions. Il faut gérer ses émotions, monsieur Prato. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Les propos, ils vous regardent. Eh bien, allez-y. Tous les deux. Oui, très bien. Tous les deux, on en reparlera. Moi, non, mais je ne parle pas de vos situations personnelles. Et si vous avez quelque chose à me dire, vous viendrez me le dire. Arrêtez de traiter les gens de populistes, arrêtez comme vous faites de nous traiter de racistes. Qu'est-ce que vous faites de plus, à part de la belle parole et à part de profiter de votre citation et de votre citation financière? Qu'est-ce que vous faites de plus? Vous savez quoi? Je vais indiquer le choix d'être en 2026 pour dire au revoir. Et je le fais maintenant parce que j'ai ras le propos d'attendre Bien, bonne fin de soirée, M. Prato. Madame Seguin va avoir le dernier mot. Ah non, peut-être. Merci, Président. Juste
Une précision, ouais, effectivement, ça devait durer 3 minutes, mais pardon, juste de vous préciser, puisqu'on n'aura pas forcément l'occasion de vous voir dans les tout prochains jours pour vous expliquer notre position. En tout cas, les 3 maires qui m'entourent, je ne vais pas en parler à Gérard, il est un peu plus loin. Courrier de février, nous, on n'a rien eu en février, aucun, ni Alain, ni Christophe, ni Florence. Et le courrier, en fait, on le reçoit par le cabinet de Madame Séguin et Madame Calueba le 13 mai. Certains ne l'ont pas lu parce que Florence, par exemple, était en vacances. Christophe ne l'a pas reçu. Moi, je l'ai lu, mais je n'ai pas encore répondu. Et je savais qu'il y avait un sujet, puisque j'ai croisé à titre privé une personne du refuge de la Gardiole. Donc, je sais que vous avez monté vous êtes rassemblés dans ce collectif et que vous souhaitez nous interpeller, mais je n'avais pas le courrier jusqu'à lundi dernier. En parallèle, on a également une lettre du député de la 8e qui est arrivée en papier. Je ne sais pas si tous les maires l'ont eu, mais en tout cas, moi, je l'ai reçu. Et effectivement, je n'ai pas répondu, mais en même temps, dans le courrier, vous indiquez que vous souhaitez que nous actionnions les leviers législatifs dont nous disposons. C'est vrai qu'en tant que maire de Montbazin, je n'ai pas vu quelle réponse concrète vous apportez, à part soutenir l'action que vous menez en faveur des personnes sans abri. Évidemment que ça a déjà été exprimé par plusieurs autres intervenants précédemment. Donc, et effectivement, au quotidien, avec nos CCAS et nos petits moyens dans les toutes petites communes comme les nôtres, nous faisons tout notre possible pour traiter au mieux notre population précaire. Mais voilà, donc il y a vraiment soit un souci de transmission. Et pareil, pour répondre, je n'ai pas d'adresse en fait ou d'adresse mail sur le courriel. Soit je repasse par le cabinet des élus d'opposition de Sète. Je ne sais pas concrètement comment tu as répondu, toi. Tu as envoyé un courrier, tu as une adresse? Alors, tu leur donneras ta carte. Moi, c'est juste François. Alors, le courrier a été envoyé par mail du secrétariat des élus d'opposition, donc c'est comme ça que je l'ai reçu par votre biais. Donc je pense qu'il a été envoyé à tout le monde. Comme il y a les adresses cachées, je ne sais pas à qui ça a été envoyé, mais je peux supposer que le secrétariat a fait son travail. Donc, effectivement, peut-être depuis le 13 mai, certains n'ont pas pu en prendre connaissance. Pour ceux qui me concernent, effectivement, je l'ai eu et j'ai souhaité, bien entendu, essayer de vous répondre au plus tôt. Mais sur le sujet du logement, on est à peu près, ou du moins je l'espère, tous même concernés par ce problème de logement. C'est un vrai problème que l'on connaît, ce problème national où les promesses qui ont été faites de construction de logements ne sont pas tenues, malheureusement, où il y a toujours des personnes, soit des travailleurs pauvres, soit des personnes SDF ou autres qui se retrouvent sans abri. Je pense que ce qu'on pourrait faire pour essayer d'être constructif et d'être force de proposition, nous avons une conférence des maires au niveau que le président Comène a mis en place, puisque c'est un problème que nous rencontrons tous. Certains ont des CCAS, d'autres n'en ont pas. Je crois que c'est un sujet que l'on pourrait aborder et voir au-delà des pures compétences administratives qu'à l'agglo, au niveau de la conférence des maires, on pourrait très bien avoir une réflexion commune avec la participation de l'ensemble des associations qui aident au mieux de ce qu'elles peuvent avec tous les bénévoles, discuter de ça. Vous avez même parlé de choses qui sont très pratiques. On ne va pas promettre de construire des logements quand on ne peut pas le faire ou quand on sait les difficultés. Gérard Canova, qui est l'élu qui s'occupe du logement, porte très bien cette délégation. Mais je crois qu'il y a des choses parfois simples qui peuvent être mises en place et montrer l'intérêt et la solidarité de l'ensemble des maires et des communes de notre agglomération. Je pense qu'on pourrait y réfléchir et avec, au-delà des maires, mais avec tous les élus, qu'ils soient d'opposition ou pas, ça ne doit pas être un souci, et avec l'ensemble des associations qui travaillent là-dessus. Donc voilà ce que je peux faire comme proposition, essayer d'avoir des éléments concrets pour répondre à des urgences et avoir une politique commune, solidaire sur notre territoire. Je pense que ce serait quelque chose d'important pour l'ensemble des élus. Monsieur Chaplin demande la parole. Oui, merci. Bon, je pense que vous avez laissé l'ouverture à un débat qui était fort intéressant, puisque nous avons fait quand même 3/4 d'heure sur un sujet très important. Je crois que maintenant, il faut peut-être, c'était hors planning, je pense qu'il faudrait peut-être maintenant, Président, commencer la réunion, si vous me permettez.
Madame Seguin. Oui, je ne tiens pas absolument à avoir le dernier mot, hein, Monsieur le Président, hein, puisque souvent vous me dites ça, mais voilà. Non, mais effectivement, on va passer à autre chose. Juste très rapidement, mais c'est exactement la proposition que je voulais faire, donc tant mieux que si ça vient de vous directement. C'est-à-dire que là, ce soir, on a eu une première expression, des premiers ressentis aussi, et de l'émotion. Et voilà, il faut calmer le débat maintenant sur ces sujets. On a un petit peu mélangé tout et n'importe quoi aussi. Et si on acte ce soir que la discussion va se poursuivre en intégrant des acteurs qui sont mobilisés sur ces questions, qui ont des compétences, qui ont de l'expertise sur ces questions, pour travailler ensemble à des choses très concrètes, commençant par comment on appréhende les prochaines canicules, les prochaines chaleurs. Vous avez parlé des casiers pour poser ses affaires. Voilà, on commence par des choses très concrètes et urgente pour aller ensuite vers d'autres sujets beaucoup plus structurels et importants. Et ça, c'est une première étape. Et je trouve que si on acte ce soir cette chose-là, eh ben, ce sera très bien. Merci et au revoir. Merci Madame Léger donc de votre intervention, de votre appui, mais vous le savez que pour ce qui concerne la ville de Sète, puisque c'est la ville de Sète que vous aviez attaquée à l'origine, c'est la ville de Sète qui est quand même la seule qui respecte la loi SRU au niveau national, en chiffres. La ville de Sète accompagne le SUS, comme il a été souligné. Alors, M. Prato est parti, il ne sait pas où passer l'argent, mais enfin, le SUS, je ne sais pas combien c'est d'appartements relais qu'ils ont dans l'ensemble de la ville et même sur le territoire de cette aglopole. Plus d'une centaine, c'est ça, oui. Plus d'une centaine d'appartements qui mettent à la disposition de certaines personnes en difficulté d'hébergement. Et quand ce qui concerne le logement, cette aglopole Méditerranée mais consacre habituellement chaque année entre 4 et 5 millions sur l'accompagnement du logement. Le logement social est quelque chose qui se développe d'une façon très significative, mais c'est un autre volet. Ça ne concerne pas obligatoirement les sans-abri qui sont accompagnés et l'aide la plus efficace, me semble-t-il, c'est le SUS qui peut l'apporter et bien évidemment les associations comme la Ligue des droits de l'homme, Emmaüs ou les amoureux de la vie, solidarité, et ainsi de suite. Dieu sait, même s'il n'y a pas tellement longtemps, on avait inauguré avec le président Hollande des logements créés dans la rue Pierre-Sémar à Sète avec le Emmaüs qui ont permis d'héberger des personnes qui étaient en situation d'itinérance particulièrement dramatique. Voilà ce que l'on peut dire. Je pense que j'ai été quand même assez généreux puisque je vous ai accordé 44 minutes au lieu des 3. Donc merci à vous et on va continuer à enchaîner. On peut donc vous libérer. Il nous faut quand même approuver les décisions que j'étais amené à prendre. Est-ce que vous avez des remarques, mes chers collègues? Pas de remarques. On peut... Donc, Madame Seguin. Oui, il y a une décision 2024-130, c'est l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 4 millions d'euros avec la Caisse d'épargne. Il a mentionné que c'est pour les financements de ses besoins de trésorerie. Bon, bah oui, évidemment, sinon, oui. Et afin de financer l'action de SAM. C'est pas pour placer dans le livret A. Hein. Comment? C'est pas pour placer dans le livret A. Oui, d'accord. Afin de financer l'action de cette aglopole sur le budget principal et ses budgets annexes. Donc, moi, je voudrais savoir à quoi ça correspond. Est-ce que quand on a voté le budget 2024, c'était pas déjà prévu dans le rapport d'orientation budgétaire? Est-ce que ces 4 millions n'apparaissaient pas déjà? Pourquoi c'est une décision qu'on prend maintenant, sans passer par le conseil d'agglo, sans avoir de détails? C'est quoi le besoin, en fait, derrière cette ouverture? Donc, les besoins de trésorerie, c'est au fil du temps qu'on les prend et c'est une décision du président puisque ça a été inclus et prévu dans le budget initial. Rassurez-vous, c'est pas pour la SPLBT. Hein. Ah non, mais moi, je ne fais pas de avant que vous posiez la supposition. question, quand même. Il n'y a pas de précision, donc on s'interroge.
Et donc, mais on n'a pas de détails en fait. C'est pas fléché, c'est juste. Bien sûr, la trésorerie, c'est pas fléché. C'est pas comme un Mais investissement. pourquoi c'est intégré dans une décision maintenant? Pourquoi ça faisait pas partie du budget 2024? C'est dans le budget, mais les appels de fonds se font par décision simplement. On ne va pas y revenir chaque fois qu'il y a besoin de trésorerie. D'accord. Bon, et c'est pas la peine de s'exciter. Désolée, je ne connais pas les détails techniques de ces, Non, mais quand on connaît de pas, ces décisions financières. Oui, j'ai le droit de poser des questions. Et il y a une d'autres décisions. Oui, non, mais je l'ai plus en tête. Désolée, non, mais ça me reviendra plus tard. Mais oui, non, à noter que on a dans les décisions les premières 9 statuts, donc qui sont actés dans les décisions 174 à 183. Donc on a 900 000 euros pour ces 9 premières statuts, donc ça représente bien 2 millions qui vont être investis pour ces statuts aux entrées de ville. Bon. Nous, on s'est déjà exprimé sur ce sujet, on déplore ce choix, on trouve qu'il y aurait eu d'autres investissements pour valoriser les activités culturelles dans nos villes, dans l'ensemble des communes. Et voilà, on n'est pas en accord avec ce choix budgétaire et ce choix d'investissement, surtout quand on vient de parler d'hébergement d'urgence. Ça, vous l'aviez déjà dit, mais ce n'est pas obligatoirement des statuts, ce sont des œuvres d'art. Sur ce, on peut donc maintenant considérer que ces communications sont approuvées, malgré ces remarques, et passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 21 mars 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adopté à l'unanimité. On va donc attaquer le Conseil communautaire dans ses délibérations, avec la première question qui concerne, comme les 5 premières, je crois, l'Office de tourisme intercommunal, avec les comptes administratifs que Kelvin, gouverneur, nous présente. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va parler un petit peu finances sur les 4 premiers points à l'ordre du jour. Donc, la première délibération concerne l'approbation de notre compte administratif. Donc, vous avez tous sous les yeux la délibération. Plutôt que de détailler l'exécution du budget principal, je voulais juste mettre en exergue certains points. Donc, au niveau de nos recettes de fonctionnement, on a deux en grande masse. Je vais balayer les 2 sections. Donc, sur nos ressources, bien sûr, les ressources principales, ce sont la taxe de séjour, avec plus de 3 300 000 euros. Et puis, bien sûr, la subvention de 7 aglopoles Méditerranée à hauteur de 750 000 euros. En ce qui concerne nos dépenses, on a bien sûr le plan de promotion 2023 qui s'élève à plus de 500 000 euros. Nos locations, évidemment, le matériel informatique, on a eu de grosses dépenses en 2022 sur le matériel informatique et la partie logicielle. Et puis l'entretien des locaux. Si vous avez besoin d'explications, je suis à votre disposition. Sinon, je vous propose donc de constater les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exécution de l'exercice, au bilan d'entrée et de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes, d'approuver le compte de gestion 2023 tel qu'il est établi par le trésorier principal avec qui les équipes sont en contact régulièrement, d'approuver le compte administratif 2023 tel qu'il est établi avec les recettes et les dépenses telles qu'elles sont portées, d'affecter le résultat de clôture de l'exercice 2023 au budget primitif du budget principal et enfin d'autoriser le président à signer tout document s'y rapportant. Merci Kelvin. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Donc, non, abstention. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais je ne vois pas dans le noir, là. Deux abstentions, excusez-moi. Et il a signé un point, M. Prato? Un gros saut. Et Prato, il n'a pas signé? Il est parti fâché. Voilà. Donc, 3 abstentions, les autres votent pour. Question 2.
Donc, la délibération numéro 2 concernera le compte administratif. Nous avons deux budgets, hein. Donc, le budget annexe de commercialisation, puisque l'Office de tourisme intercommunal est amené à faire de la vente. Donc, de la même manière, sur les grandes masses, les produits de la boutique représentent plus de 400 000 euros. La billetterie, plus de 130 000 euros. Les partenariats et la régie publicitaire, c'est-à-dire la promotion que l'on va faire pour nos ambassadeurs, mais qui est intégrée dans une démarche de partenariat financier à plus de 286 000 euros. Et enfin, donc, ce qu'on appelle les meublés et autres partenariats, c'est tout ce qui est labellisation. En ce qui concerne nos dépenses, c'est bien évidemment les achats liés à nos boutiques. On veille à ce que les achats qui soient faits respectent une charte pour fournir bien sûr le plus de produits faits en France. Et puis également les achats en termes de titres de transport. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose donc... Alors, je ne vais pas répéter parce qu'on est exactement sur les mêmes, la même délib hein, que précédemment. Donc, je vous demande de constater, d'approuver, d'affecter le résultat de clôture de l'exercice 2023 au budget primitif du budget principal et enfin d'autoriser le président à signer tout document s'y rapportant. Et bien sûr, on parle du compte administratif sur la partie commercialisation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions suffisamment claires? On peut passer au vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote contre? Personne. Les autres votent pour. Question numéro 3. Et donc désormais, nous passons au budget primitif 2024, donc le budget principal. Donc pareil, on va fonctionner par grande masse. Donc en ce qui concerne les budgets, notamment sur la promotion, donc on a provisionné 520 000 euros de budget de promotion, ce qui représente 30% hein, du budget. La subvention de cette Aglopole Méditerranée cette année s'élèvera à 550 000 euros, soit 12% de nos recettes. Et donc, on évalue une taxe de séjour à 74% de nos recettes. Très donc, bien. Bien sûr, pardon, oui, on vous présente un budget, bien évidemment, à l'équilibre. Que je vous demande d'approuver si vous le souhaitez et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, qui a été suffisamment clair. On peut passer au vote. Donc, qui s'abstient? 3. Qui vote contre? Je n'en vois pas. Tout le monde vote pour. Question numéro 4. Et donc, nous allons en terminer sur les budgets avec le budget primitif 2024 sur le budget annexe de commercialisation. Donc, là, on est sur toujours toute la partie, on va dire, boutique, billetterie. Je reviens, excusez-moi, pardon, hein, sur le budget précédent, mais pour clôturer, on est sur un budget ambitieux. On croit aux capacités de notre territoire à mieux accueillir. Hier, on était quelques-uns à être sur une conférence qui était avec Gabriel Alperne sur le thème de l'hospitalité. Et on espère non seulement bien accueillir les touristes, mais aussi avec les recettes que génère le tourisme, hein, qui s'élève à peu près à 1 milliard d'euros, avoir cette notion d'hospitalité pour tout un chacun, et notamment les personnes que représentaient les associations de tout à l'heure. Donc sur ce budget annexe de commercialisation, voilà, on est sur un budget à peu près un peu plus d'1 million d'euros, presque 1 100 000 euros, que je vous demande bien entendu d'approuver. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, donc on passe au vote. Qui s'abstient? 3. Qui vote contre? Personne. Donc tout le monde vote pour.
On arrive donc à la question numéro 6. Kelvin, 5 plutôt, c'est bientôt la fin, Kelvin. Et donc, cette question numéro 5, elle concerne le renouvellement de la dénomination en commune touristique pour les 14 communes de la zone de l'Office de tourisme intercommunal. C'est assez... alors, cette demande, on avait déjà opéré à cette demande en 2019. On l'a refait cette année. Elle a un certain nombre d'avantages pour toutes les communes, même celles qui ne sont pas classées stations balnéaires. Et c'est pour cela que ça nous semble important de le faire. Et c'est pour cela aussi, parce que les villes n'ont plus la compétence tourisme, que c'est l'agglo qui l'apporte au nom des 14 communes. Donc, je vous demande l'autorisation que le président de cette aglopole Méditerranée sollicite cette dénomination de commune touristique et bien sûr de signer tout document s'y rapportant. Merci Kelvin. Est-ce que vous avez tout bien saisi? Pas de questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Mais cette fois, c'est à l'unanimité. On arrive donc à la question numéro 6, la modification du tableau des postes des effectifs. Cette délibération a pour objet la mise à jour du tableau des postes effectifs de cette agropole Méditerranée dans un contexte notamment de rationalisation des effectifs de la collectivité pour tenir compte des évolutions d'organisation et des mouvements de personnel. Il est donc proposé de créer et de transformer les postes au tableau des postes et effectifs de cette agropole Méditerranée selon les éléments exposés et le tableau présenté que vous avez dans la délibération dans sa globalité, présenté d'une façon beaucoup plus claire. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. On arrive à la question numéro 7. Je passe la parole à Alain Vidal. Merci, Monsieur le Président. Nous allons parler de la programmation des fonds de concours aux communes 2021-2026 et attribution. Dans le cadre du règlement d'attribution des fonds de concours 2021-2026 approuvé en Conseil communautaire du 8 avril 2021, une nouvelle programmation de fonds de concours est proposée. L'attribution des fonds de concours communaux sur la programmation 2021-2026 représente à ce jour 86,15% du budget adopté, soit une aide aux communes de 8 615 140 au total. Les fonds de concours versés à ce jour s'élèvent à 3 540 600, soit 35,41% de la maquette financière 2021-2026. La présente délibération s'engage sur la programmation de mai 2024 au total de 1 241 990 €, suite à l'instruction des demandes de fonds de concours, dont 41 990 au titre des fonds de concours communaux pour les projets d'investissement portés par la commune de Loupian et de Mireval, 1,2 million au titre de l'aide exceptionnelle Covid thermalisme pour le projet d'aménagement des espaces publics, secteur des Hespérides et réhabilitation et extension du centre de bien-être Aubalia à Ballaruc-les-Bains. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer les fonds de concours aux projets communaux de Loupian et de Mireval, d'attribuer les fonds de concours au titre du Covid thermalisme à la commune de Ballaruc-les-Bains pour le projet d'aménagement des espaces publics, secteur des Hespérides et réhabilitation et extension du centre bien-être Aubalia. Voilà, Monsieur le Président, pour le numéro 7. Merci Alain. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Madame Seguin. Oui, j'aimerais bien comprendre ce fonds de concours au titre du Covid thermalisme. Ça ne fait pas partie de l'enveloppe budgétaire des 10 millions à partager entre les 14 communes, puisque dedans, cette enveloppe de 10 millions, il y avait, j'ai bien regardé les précédents documents et délibérations, il y avait les 720 000 qui étaient attribués à Ballaruc-les-Bains, qui ont déjà été votés, 350 déjà attribués, et puis 370 donc pour des questions de requalification de pontons, et 370 pour la nouvelle mairie. Donc c'est 1,2 million de fonds de concours au titre du Covid thermalisme. Pour comprendre, ils ne sont pas compris dans cette enveloppe. C'est une autre enveloppe, on ouvre une autre enveloppe, et d'ailleurs je pense qu'on ne devrait peut-être pas voter dans cette même délibération ces deux attributions pour des enveloppes différentes. Mais c'est quoi exactement ces fonds de concours au titre du Covid thermalisme? Moi, j'ai eu beau chercher dans les précédents ordres du jour, dans les précédents délibérations, je n'ai jamais trouvé une telle dénomination. Alors si voilà, vous le j'aimerais permettez, quelques éclairages. je vais essayer de vous expliquer. En réunion, enfin en conseil communautaire en 2020, on avait voté 2 millions pour l'aide au thermalisme à Ballaruc-les-Bains. Oui.
Et c'est sur les 2 millions, il n'y a que 800 000 euros qui ont été consommés par Malaruc-les-Bains. Donc il restait 1,2 million. Et ces 1,2 million, on les donne à travers le fonds de concours, mais ce n'est pas 1,2 million cash, c'est sur plusieurs années, c'est pour la réfection d'Ovalia. Est-ce que ça vous va comme réponse? Pas complètement. Moi, je pense que, je comprends pas que ce fonds, il n'a pas été utilisé quand on avait voté. C'était il y a maintenant plus de 3 ans. Ça veut dire qu'on n'en avait peut-être pas besoin. Alors, pourquoi on l'a pas remis? Pourquoi on n'a pas clôturé ce fonds et le reversé au budget principal? Quand on a voté les aides Covid aux entreprises, effectivement, c'était sur le budget 2021. Là, on est en 2024, donc c'est quand même 3 ans après. Je comprends pas pourquoi. Laissez-moi finir et après vous pourrez me répondre. Je ne comprends pas pourquoi on attribue ce fonds au titre du Covid, étant donné qu'au titre du Covid, on avait attribué des aides parce qu'il y avait un vrai besoin de soutien financier suite au Covid. Il y avait les ravages du Covid en termes de perte d'activité, en termes de perte d'emploi. Donc effectivement, il fallait aider et soutenir et on l'avait voté, on avait applaudi ce choix, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, on n'est absolument pas là-dedans. On parle d'un projet de réhabilitation, d'expansion d'un spa thermal, pas des thermes, d'un spa, d'un centre de loisirs. On ne parle pas de couvrir des difficultés financières. On ne parle pas de sauver des emplois. On parle de réaménager un espace public. Aménagement qui, par ailleurs, va permettre le développement d'un resort, d'un hôtel 4 étoiles, comme on peut le voir sur le site internet de la ville de la Malaruc. Donc moi, je ne comprends pas qu'on mobilise des fonds Covid, alors que là, clairement, on n'est pas en train d'éponger des difficultés, on n'est pas en train de sauver d'activités, on n'est pas en train de sauver des emplois. On va développer, étendre l'activité et permettre une montée en gamme de ce quartier. Alors, pourquoi pas? Ça peut développer l'activité, diversifier l'activité liée au thermalisme, mais on n'est pas du tout dans une logique d'aide Covid. Je sais pas si... ou alors j'hallucine, quoi. Monsieur Canova, est-ce que je peux répondre à ce questionnement tout à fait légitime? On va faire un peu d'histoire. Nous sommes en 2020. Je rappelle que les termes de Malaruc-les-Bains sont des termes publics, avec une gestion publique. C'est-à-dire que l'ensemble des structures appartiennent à la ville, et dans le cadre d'une délégation de services publics, la ville a concédé pour l'exploitation des termes et de ses dérivés, a concédé l'exploitation à une société publique locale dans laquelle, bien sûr, il y a la ville de Malaruc-les-Bains, 7 aglopoles Méditerranée et le département de l'Hérault. Ça, c'est le point de départ. Et cette création a eu lieu au 1er janvier 2012 et a pu se réaliser de par la loi du mois de mai 2010 qui a créé les sociétés publiques d'exploitation qui n'existaient pas à l'époque en France, qui existaient en Allemagne et dans d'autres pays européens, mais pas en France. Donc on a considéré que c'était un bon outil. Et à partir du 1er janvier 2012, nous avons commencé l'exploitation en société publique locale. Arrive 2020, le Covid. Fermeture des établissements thermaux par décision de la Haute Autorité de Santé pendant 2 périodes, globalement sur 5 mois et demi à 6 mois. Conclusion, je fais vite, je fais bref, 7,5 millions de déficits dégagés qui ont été présentés en conseil communautaire en 2020, dégagés en 2020. On est allé chercher des aides partout. On est monté jusqu'à Matignon. L'Aglo, et le vice-président Alain Vidal vient de le souligner, a voté une aide financière pour la société publique locale à ce moment-là de 2 millions d'euros. Patatrac, les textes ne permettaient pas que cette aide soit accomplie en totalité. Les textes, et notamment les textes européens, nous ont obligés à passer sous l'égide de la région, qui a été tête de pont dans cette aide-là, mais sans rien distribuer. Étant tête de pont, l'agglomération a pu aider la société publique locale, mais non pas à hauteur de 2 millions, mais à hauteur de 800 000 euros. C'était la somme maximum, c'était de par la loi. Donc, comme l'a dit Alain il y a quelques instants, il a été décidé de, bien évidemment,
pour ne pas pénaliser, et c'était très 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 compliqué pour subvenir à la société publique locale qui reprenait ses activités, qui a été refermée, je le rappelle, en 2021, pour la 3e fois. Et donc, il était décidé que cette somme de 1,2 million qui n'a pas été donnée à l'époque serait consacrée à un investissement, et c'est l'investissement qui est présenté. Alors cet investissement qui est présenté, il ne faut pas tout mélanger. Quel est le projet? Le projet, c'est une mise aux normes et une réhabilitation complète de l'espace Aubalia, qui est une activité dérivée au thermalisme, donc qui est une activité reconnue d'utilité publique puisqu'elle est dans la délégation de service public. Et comme on savait qu'il fallait réinvestir sur Aubalia parce qu'Aubalia devenait complètement désuète, un jour en aparté, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer l'historique d'Aubalia. Eh bien, on a décidé donc à l'époque de consacrer la 2e partie qui n'avait pas été attribuée à l'investissement donc dans Aubalia. Pour la petite histoire des thermes de Ballaruc-les-Bains, en 2008, il y avait 200 salariés. À l'instant où je vous parle, malgré le Covid, il y en a 430. Donc, création d'emplois, certaines. Ça a été géré, pas trop mal. On a constitué des réserves entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019. On a constitué des réserves qui étaient à hauteur de 7,5 millions d'euros. Ce qui est marrant, ça ne nous a pas fait rire à l'époque, que c'est le même montant du déficit que l'on a déclaré en 2020. Ça veut dire qu'en une année, on a, excusez-moi l'expression, bouffé toutes les réserves que nous avions dans la société publique locale, même un tout petit peu plus, puisqu'on avait entamé même le début du capital social qui est de 2 millions. Alors voilà un peu l'historique. Vous avez fait une allusion qui n'est pas neutre à mes yeux lorsque vous avez dit Aubalia, ce n'est pas le thermalisme, Aubalia, c'est du confort, etc. Aubalia, qui constitue du bien-être en eau thermale, c'est l'antichambre du thermalisme de demain. Et les stations qui sont en pointe aujourd'hui en France, notamment celle de Ballaruc-les-Bains, eh ben, elles passent par cette activité annexe qui est absolument nécessaire pour penser à l'avenir et aux emplois de demain. Je rappelle, et je conclurai là-dessus, que, bien évidemment, cette aglopole et la ville de Ballaruc-les-Bains sont actionnaires, le département, lorsqu'il y a des distributions de dividendes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais pas mal quand même, cette aglopole Méditerranée en a bénéficié, et s'il y en a d'autres demain, continuera à en bénéficier. Je rappelle que c'est une activité publique, et que cette activité publique a été très créatrice d'emplois, parce que c'est une entreprise de main-d'œuvre, et je crois qu'après l'hôpital public de Sète, c'est la première entreprise publique, et même publique-privée réunie, de notre territoire. Donc, voilà ce qui a été conçu, voilà ce qui a été, et voilà l'historique exact de cette subvention qui est demandée aujourd'hui à l'agglomération. Merci Gérard. Juste pour reprendre la parole, c'est un engagement de 2020 qu'on tient aujourd'hui. Voilà, parce que moi, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, exactement. Nous, les engagements, on les tient, on les respecte. On peut... Madame Seguin. Oui, juste pour remettre quand même des éléments un peu objectifs. Vous parlez de mise aux normes et de réhabilitation. Moi, je lis sur le site internet de votre ville, réhabilitation, extension d'Aubalia, construction d'un hôtel, 4 étoiles, développement d'un resort avec le centre de bien-être thermal d'Aubalia et un hôtel 4 étoiles à côté. Donc,
on n'est pas du tout en train d'éponger les plaies du Covid. Excusez-moi, mais je reste là-dessus. On n'est pas du tout en train d'éponger des pertes d'emploi, des pertes d'activité. On développe de l'activité. Et pour moi, des fonds Covid ne devraient pas servir à ça. Et je pense que quand on avait acté ces fonds il y a quelques années, on ne pensait absolument pas à ça. Alors, Donc, non, mais laissez-moi attendez, finir. lisez, je ne sais pas si la rédaction, il y a eu une petite omission ou pas. Oui, oui, il y a l'adjonction d'un hôtel 4 étoiles plus. Oui, c'est vrai, mais c'est un hôtel privé. Ah oui, mais il bénéficie de l'argent public non, parce pas qu'on du tout, réaménage pas du l'espace. tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'hôtel ne s'installerait pas si on réaménage pas l'espace public, donc si on n'investit pas de l'argent public, évidemment, c'est évident. Donc voilà, et dernier point, moi je m'interroge beaucoup sur une réflexion un peu plus à long terme à travers ce projet sur la ressource en eau, parce qu'en développant l'activité, forcément, on va prélever encore plus d'eau thermale de bonne qualité. Et moi, j'ai le souvenir que notre adjoint à l'environnement, à l'aménagement durable, disait encore il n'y a pas longtemps qu'un des critères de choix pour les projets qu'on soutient et quand on investit de l'argent public, ça doit être les enjeux climatiques. Il faut les intégrer pour ne pas projeter le territoire sur des choix qu'on pourrait regretter dans l'avenir, et notamment pour des investissements qui pourraient être problématiques demain vis-à-vis d'une ressource qui se dégrade, qui est limitée en quantité. On le sait, la ressource en eau qui fait vivre les thermes de Balaruc, elle est incertaine, elle est fragile. Non. Les eaux thermales n'ont aucun rapport avec la... Je peux finir, s'il vous plaît? Oui, terminé, mais... Vous utilisez bien de l'eau Laissez un peu thermale de temps pour qu'on le puisse vous centre d'Aubalia? Et laissez un peu de temps pour qu'on puisse aussi vous expliquer, parce Oui, que visiblement, mais il y a des laissez-moi choses que vous n'avez finir pas et puis compris. ensuite je vous écouterai. Vous utilisez bien de l'eau thermale pour le centre Aubalia, c'est la même eau, voilà, très bien. Donc c'est une ressource en eau qui fait vivre les thermes, qui fait vivre Aubalia, elle est incertaine, sa qualité se dégrade au fil des inversacs qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus longs au fil des sécheresses. Et moi je pense qu'on devrait réfléchir de manière posée jusqu'à quand cette eau elle pourra respecter les normes de qualité que le label thermal et les normes thermales imposent. Quand un inversac se produit, on le sait, on demande aux thermes de réduire ses prélèvements. Moi, je me demande jusqu'à quand on pourra miser de l'argent public dans un seul et même panier, celui du tourisme et en l'occurrence celui du tourisme thermal, sans prendre de risques pour l'économie et pour les emplois du territoire. Les risques, ils sont clairement à évaluer. Les risques à long terme apportés par le changement climatique, mais aussi les risques en cas de choc économique. On l'a vu avec la crise liée au Covid et la fermeture des thermes et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Donc voilà, moi je trouve que c'est des choix risqués et qu'on devrait y réfléchir à beaucoup plus long terme en intégrant des enjeux futurs. Bon alors, excusez-moi, si je peux me permettre. Dans le développement que vous venez de nous faire, un néophyte qui rentre dans la salle, il dit chapeau. Mais ceux qui connaissent le dossier, ils se disent, mais c'est grave. C'est grave. Parce que si vous aviez suivi les études récentes qui sont menées par notamment le BRGM, et Michel Garcia pourrait vous en parler mieux que moi, où on a découvert la nappe d'eau thermale qui est à 4 km sous terre, qui part en mer de Frontignan, 7, qui traverse l'étang de Thau, qui traverse la presqu'île de Balaruc pour venir jusqu'à proximité de Bouzigues. C'est ça la réalité. Qu'il y a des millénaires. Pourquoi la station thermale est à Balaruc-les-Bains? Parce que les failles sont sur Balaruc-les-Bains. Et tous les sondages, les forages que nous avons effectués, ils vont à 300 mètres, à 400 mètres, à 200 mètres. On n'est jamais descendu. Et puis cette eau, elle a été analysée. Elle est riche, je ne vous dirai pas le détail, on a la chance, parce que c'est l'eau qui soigne, et on a la chance d'avoir cette eau thermale à Balaruc-les-Bains. Donc, je peux vous dire qu'il se passera des millénaires et des millénaires avant qu'on ait épuisé l'eau thermale. Hein, je précise bien, l'eau thermale. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que de dire que d'étendre Aubalia, qui est peu consommateur d'eau thermale par rapport au therme, c'est pas du tout la même consommation.
Il n'y a aucun problème. Si on pouvait en dire autant pour l'eau potable, eh bien, ça serait vraiment au moins une garantie pour notre avenir. Aujourd'hui, et je voudrais en terminer là, nous, on est dans le développement d'une activité publique qui a créé des emplois, je l'ai dit, et qui, je ne parle pas des emplois induits, hein, on est à 1400 ou 1500 emplois sur le bassin de Tours. Hein. Ça aussi, vous pouvez voir les différentes statistiques, la profession. D'ailleurs, l'Association des maires des villes thermales de France, en collaboration, Kelvin est partie, elle pourrait le dire, avec l'Office intercommunal de cette Agropole Méditerranée, eh bien, a lancé des études qui sont annuelles sur l'impact économique et notamment sur l'emploi des thermes en France et après station par station. Et donc on a les résultats. Je dirais que c'est une chance que nous ayons ça et que cette partie subventionnable qui est donnée, c'est une partie que normalement l'ASPLET aurait pu utiliser à l'époque parce qu'elle était en grand souci. On redresse petit à petit, hein, on y arrive, mais ce n'est pas évident. Mais il faut savoir que c'est de l'investissement productif. Je parle d'Obalia. L'hôtel, c'est autre chose. L'hôtel, c'est un complément pour Obalia. Parce qu'il va y avoir un contrat avec la société publique locale pour gérer donc, le spa pour l'hôtel. Et là, il y a création d'emplois. Et la création d'emplois entre l'hôtel et le futur Obalia, eh bien, c'est 75 emplois de plus. C'est pas neutre. C'est pas du tout neutre. Je signale qu'aujourd'hui, on a fermé Obalia, on détruit les thermes Hespérides, on a fait une parenthèse que l'on appelle Obalia au 4e étage de l'établissement thermal pour quelques soins, qui étaient dispensés à Obalia. Hein, ça ne va pas le dire de marcher trop mal, mais pendant la fermeture, il n'y a aucun licenciement. Nous sommes une entreprise publique. Et donc, j'estime que ce n'est pas voler de l'argent aux contribuables et à la collectivité, hein, que de soutenir cette entreprise qui a pignon sur rue et qui rejaillit sur l'ensemble de notre territoire. Je suis très gêné, très, très, très gêné. Oui, je vais vous dire pourquoi de vous parler de ça. C'est dur. Pour le maire de Ballaruc-les-Bains, c'est dur parce que on se bat avec mes élus et on défend avec force une entreprise qui pourrait être dans le privé où on est beaucoup envié, je peux vous le dire. On défend une entreprise publique et je ne voudrais pas qu'au sein de cette Assemblée, on pense que je suis là pour défendre des intérêts particuliers d'une commune par rapport à toutes les autres, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'état d'esprit, et que c'est chaque fois qu'il faut défendre, pas défendre, mais expliquer quelque chose qui va dans le cadre de l'intérêt général de notre agglomération, eh bien, et qu'il faut monter au créneau pour les termes, c'est très compliqué pour moi, vous le comprendrez. Merci Gérard. Norbert veut avoir le mot de la fin. Je voudrais simplement répondre à Madame Seguin. Voilà. Moi, personnellement, je félicite mon collègue là, de Ballaruc-les-Bains parce que dans tout ça, qu'est-ce qu'on regarde? C'est une montée en gamme. Une montée en gamme de ce... Oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est de produire, de permettre à des gens qui vont venir dans des endroits où on va pouvoir se relaxer. On ne peut pas faire toujours que des hôtels. Voilà. Vous parlez de l'hôtel 4 étoiles, et justement, c'est ce qui manque dans notre secteur. Moi, je suis à Ballaruc-le-Vieux, donc c'est pas très loin. Et là, le fait, même si c'est un hôtel privé, il vient, pourquoi cet hôtel? Pourquoi il s'installe? Parce que, justement, Obalia, montre en gamme, a été refait. Moi, je vous dis encore une fois, je félicite mon collègue de ça, et on l'aidera tant qu'on pourra. Michel Garcia. Juste, Madame Seguin, l'hydrogéologie, c'est quand même très, très complexe. Hein. Je suis là. Il est là. Là, voilà. Non, je parle en tant que président de la commission locale de l'eau. L'hydrogéologie, c'est très complexe, c'est vrai. Donc, je vais essayer quand même de schématiser pour que tout le monde comprenne, parce que vous avez fait pas mal d'erreurs dans ce que vous avez dit. Imaginez un immeuble, l'Empire State Building, pour ne pas le citer. Donc, l'Empire State Building, au dernier étage, vous avez l'étang de d'eau. À l'étage juste en dessous,
vous avez le Petit Ouest qui communique. Et ensuite, dans le sous-sol de l'Empire State Building, vous avez les eaux thermales. La communication du problème d'Enversac jusqu'aux eaux thermales, vous voyez, elle est très complexe à descendre. Surtout qu'il y a des plis du Miocène qui sont quasiment étanches. Donc, des soucis de pollution de l'eau par rapport aux Enversac, on en a sur le Puy Ouest. La pollution avec des entrées salines, oui. Par contre, des soucis de pollution sur l'eau thermale, il y a des analyses obligatoires par l'ARS qui sont faites par le service de Ballaruc, par le service de la société publique de Ballaruc qui gère les thermes. Aucun dépassement il n'y a eu pendant les deux périodes d'Enversac, les 2 dernières périodes d'Enversac, qui étaient les périodes d'Enversac les plus longues qu'on ait connues. Aucun problème. La société publique va même plus loin puisqu'elles font des analyses journalières. Aucun problème. Le problème de manque d'eau thermale, il n'y en a pas. Il ne faut pas tout confondre. Et c'est vrai que quand on fait des raccourcis, ce que vous avez expliqué, Gérard a tout à fait raison, quelqu'un qui rentre, qui ne connaît pas le dossier, vous avez inquiété vraiment, alors qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'eau thermale aujourd'hui. Vous avez parlé aussi d'une obligation de réduction des prélèvements dans le cadre des Enversac. Aujourd'hui, si, vous l'avez dit. Bon. Préconisation, si vous préférez. Non, ce n'est pas la pratique. C'est ceux qui étaient préconisés, pas obligés, mais préconisés dans le cadre des Enversac. Aujourd'hui, en 2020, quand il y a eu justement la période de Covid, où les thermes étaient fermés, c'est à ce moment-là qu'on a eu le plus gros Enversac. On a réussi aujourd'hui à prouver, grâce aux travaux qu'on a menés avec le BRGM, que les prélèvements, ils sont pour très peu dans le phénomène d'Enversac. Le gros problème, c'est la pluviométrie et c'est les coups de mer. Les prélèvements ont très peu d'impact sur la survenue d'un Enversac. Et puis, je vous rappelle qu'on a lancé un programme expérimental sur le territoire, qui est un programme très important pour limiter les phénomènes d'Enversac, voire les arrêter. Après, si vous voulez qu'on discute d'hydrogéologie, on peut se rencontrer avec un ingénieur hydrogéologue, parce que même si je le suis de très près, si je m'en occupe beaucoup, c'est vraiment très très complexe et je comprends que vous puissiez faire des erreurs dans ce que vous dites, mais il faut faire attention de ne pas dramatiser les situations. Merci. Sur ce, je pense que tout le monde a bien compris la problématique. On peut donc passer au vote. Moi, s'il vous plaît, Alors, juste qui un dernier petit mot. s'abstient? Madame Seguin. Eh oui, on est là pour discuter, on se voit pas souvent, alors Ouais, profitons-en. alors, Je voulais juste vous non, dire ça va que par d'autres moyens, j'ai une très bonne connaissance de ce dossier, qui sont liés à des raisons extérieures à mon statut d'élu au conseil municipal. Je comprends très bien les enjeux de ce dossier, y compris d'un point de vue hydrogéologique. Et je sais très bien que la stabilité physico-chimique de l'eau thermale pose question et posera question dans l'avenir. Bref, moi, mon propos principal sur ce dossier, c'était de dire que je ne trouve aucun sens à utiliser des fonds Covid pour un projet d'extension. Et voilà. Et cela justifie mon vote qui sera une abstention parce que je ne veux pas, je ne veux pas m'opposer à l'autre fonds de concours voilà, pour la commune de Gijan. J'aurais aimé que ces deux attributions soient séparées et s'il y en a d'autres à l'avenir, qu'elles le soient. Et je vous remercie en tout cas à vous tous pour les éclairages et pour les divers commentaires que vous avez pu apporter. Très bien, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Madame Seguin. Qui vote contre? Qui c'est qui? Un pouvoir de Madame Caliba. Mais Madame Caliba, elle vous a dit qu'elle voulait s'abstenir ou quoi? Je ne sais pas. Toi, Josiane, peut-être très, très proche, mais enfin, moi, c'était pas à l'origine. Bon, alors, on va compter deux abstentions, et on lui rappellera, et on va passer au contre. Donc, Gérard, tu enregistres. Les autres votent pour. Question suivante. Le contrat territorial, alors là, c'est les avenants au contrat Bourg-Centre de Frontignan, Marseillan, Metz, Mireval. Ah, c'est bon, il n'y a pas de Ballaruc-les-Bains. À toi, Je peux y aller? Vas-y, continue. Non, mais comme tu lisais le délit, je croyais que j'étais au repos.
Donc, nous sommes là pour le contrat territorial Occitanie 2023-2028 entre Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et 7 aglopoles Méditerranée pour adopter des avenants au contrat bourg-centre de Frontignan, Marcillan, de Metz et de Mirval parce qu'ils sont sous l'ancien régime. La dynamique des contrats bourg-centre démarrée en 2017 jusqu'en 2021 par la région Occitanie à destination des petites villes et bourg-centres dans les zones rurales ou périurbaines est poursuivie et amplifiée pour la période 2022-2028. Près de 450 contrats bourg-centre Occitanie ont été conclus entre 2018 et 2021. Les communes de Frontignan, Marcillan, Metz et de Mirval, ayant signé un contrat première génération qui se termine le 31 décembre 2021, souhaitent prolonger ce partenariat. Ainsi, les communes bénéficient d'une part d'une prolongation de la durée de validité pour le porter à échéance le 31 décembre 2028, d'autre part d'une actualisation des éléments de contexte, des enjeux et des axes stratégiques de développement, enfin d'une possibilité de mettre à jour les actions du programme pluriannuel pour la période 2022-2024 et de planifier l'ensemble des actions sur la période 2022-2028. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes des avenants au contrat bourg-centre d'Occitanie des communes de Frontignan, de Marcillan, de Metz et de Mirval, en partenariat avec la région Occitanie et 7 aglopoles Méditerranée annexés à la délibération. Je rajoute aussi que ce matin, nous avons signé donc la convention de bourg-centre avec Ballaruc-les-Bains et Ballaruc-le-Vieux qui travaillent ensemble sur ce projet. Merci, Monsieur le Président. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Mais à l'unanimité, on arrive à la question numéro 9. Là, je passe la parole à Magali Ferrier. Merci. C'est le renouvellement du dispositif de soutien aux clubs sportifs de haut niveau, 7 natation, Boule d'Azur de Ballaruc-les-Bains, le Frontignan handball et l'Arago de 7. Convention d'objectifs, autorisation de signature. SAM a la compétence du soutien au sport de haut niveau depuis 2019. À ce titre, un fonds d'intervention a été créé de manière à soutenir les clubs éligibles. Aujourd'hui, 4 structures remplissent les conditions, à savoir la participation au meilleur niveau amateur ou l'évolution dans le monde du sport professionnel. Cette année, tous les clubs ont effectué une demande de subvention. Il s'agit de la Boule d'Azur de Ballaruc-les-Bains, l'Arago de 7, 7 natation et Frontignan handball. Une avance sur subvention de 50% de la subvention 2024 a été accordée aux 4 clubs. Une seconde avance de 50% de la subvention a été consentie à l'Arago de 7 et au Frontignan handball en avril 2024. Ces 2 clubs ont donc perçu une avance correspondant aux 100% de la subvention 2023. Par ailleurs, les JO de Paris 2024, événements planétaires, doivent permettre le développement du sport français. Afin de soutenir les objectifs sportifs des clubs de haut niveau du territoire et de leur permettre de faire face à l'augmentation des coûts de fonctionnement, une subvention exceptionnelle est accordée aux clubs. Le tableau de synthèse figurant dans la délibération reprend les montants de subventions attribués en 2024, les avancements versés, le solde versé de la subvention de fonctionnement. La dernière colonne du tableau concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Donc, par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'attribution des subventions de fonctionnement, d'approuver le versement du solde des subventions dues pour un montant de 211 638 €, d'approuver le versement des subventions exceptionnelles selon la répartition proposée sur le tableau et d'approuver les termes de la convention d'objectifs annexée à la délibération. Merci Magali. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. C'est une délibération qu'on passe chaque année. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Question numéro 9. Le renouvellement du... non, c'est Nadis, je crois. Maintenant. Oui. Avenant numéro 1. Bon. Monsieur Chapelain. Merci, Président. Il s'agit de l'avenant numéro 1 à la Convention relative à la mise en œuvre de la tarification intermodale carte à tout et pour l'autorisation de signature. Comme vous le savez, cette aglopole a rejoint depuis 2008 la région Occitanie dans le cadre d'un partenariat tarifaire dénommé Carte à tout. Il s'agit d'offrir aux usagers des transports un abonnement combiné TER réseau de bus, financièrement plus avantageux. Cette intégration tarifaire donne droit à des compensations tarifaires et des répartitions des recettes. L'ensemble des modalités est précisé dans la convention initiale. À titre d'exemple, sur l'année 2022, SAM a perçu une compensation de 25 000 €. Le présent avenant concerne une évolution tarifaire des abonnements Carte à tout Pro, mensuel et annuel, à compter du 1er juillet 2024. Les autres tarifs Carte à tout Études ne sont pas concernés par le présent avenant.
Les dispositions de l'article 3.3, prix de l'abonnement zonal intermodal, sont donc modifiées. Les tarifs concernant les 12 zones, je vous laisse en prendre connaissance dans le présent avenant, mais à titre d'exemple, pour un abonnement de zone, le tarif mensuel de 84 €, dont 57,40 € de part fer et 26,60 € de part urbaine, passe à 88,60 €, dont 62 € de part fer et 26 € de la part urbaine, 26,60 € qui ne bouge pas donc. Le tarif mensuel pour un abonnement pris à l'année est de 70 €, donc 46,70 € de part fer et 23,30 € de part urbaine, passe à 73,7 €. Donc 50,40 € de part fer et 23 € de part urbaine, sachant que donc pour nous ça ne change rien puisque la part urbaine ne bouge pas. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de l'aval numéro 1 à la Convention relative à la mise en œuvre de la tarification intermodale carte à tout. Merci Norbert. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Question numéro 11, c'est Gérard Canova. Oui, merci Président. Il s'agit de la politique de l'habitat avec l'avenant que nous passons tous les ans en 2024 à la Convention de délégation pour l'attribution des aides au logement de l'État et de l'ANA pour la période 2021-2026 et à la Convention de gestion des aides de l'ANA. Adossé au programme local de l'habitat, la délégation des aides à la pierre détermine les crédits et agréments que l'État et l'ANA engagent sur notre territoire pour la réalisation de logements locatifs sociaux, en accession sociale et pour l'amélioration du parc privé. La prise de délégation de compétences pour l'attribution des aides à la pierre par l'agglomération, décidée en 2015 pour 6 ans, a été renouvelée pour la période 2021-2026. Dans ce cadre, 2 avenants pour l'année 2024 sont établis. D'abord, l'avenant 7 à la convention cadre. Pour le parc public, les objectifs sont établis comme suit: 80 logements PLAI, tout type, 148 logements PLUS, 26 logements PLS et 15 logements PSLA à titre indicatif, soit un total de 165 logements locatifs sociaux, plus les 15 PSLA. L'enveloppe prévisionnelle de crédit de l'État destinée au parc public est fixée à 1 169 000 €. Le montant des crédits de SAM au regard des objectifs du parc public est de 1 438 000 €. Pour le parc privé, il est projeté l'amélioration de 247 logements privés dans le cadre de l'OPH communautaire et de l'OPH RU, ainsi répartis par type de bénéficiaires: 152 logements de propriétaires occupants, 5 logements de propriétaires bailleurs, 90 logements ou lots traités dans le cadre d'aide aux syndicats de copropriétaires. L'enveloppe prévisionnelle de droit à engagement est fixée à 4 104 172 € pour l'habitat privé, l'ANA. Le montant des crédits prévisionnels 2024 de cette agglomération Méditerranée pour le parc privé est de 800 000 €. Ensuite, l'ajustement du barème local des majorations de plafond de loyer PLA et PLUS. Pour l'année 2024, il est proposé un ajustement du barème local qui porte notamment sur la mise à jour des critères territoriaux avec une distinction commune SRU, commune non SRU, et des labellisations concernant les performances énergétiques prises en compte de l'ensemble des certificateurs et de leurs labels dans le neuf et la rénovation. Prise en compte d'autres labels comme la qualité acoustique et la qualité de l'air intérieur. Une valorisation de petites opérations et des opérations à maîtrise d'ouvrage directe, souvent plus qualitatives et plus coûteuses pour le bailleur. Par ailleurs, est conservée en l'état la grille qualité d'usage qui a été révisée en 2022-2023. Quatrième point, la fixation du plafond des loyers PLAI, PLUS, PLS. Les plafonds des loyers en application stricte de l'avis du 8 février 2024 font l'objet d'une augmentation de 3,50%. L'avenant 3 à la convention de gestion de l'ANA. L'avenant 3 rappelle les objectifs et crédits délégués pour le parc ancien et actualise les règles de gestion des aides de l'ANA. En 2024, l'actualisation concerne l'intégration de la prorogation de l'OPH communautaire jusqu'au 31 décembre 2024 pour prendre en compte la mise en œuvre effective du pacte territorial France Rénov', la mise à jour de la mention concernant les espaces conseils France Rénov' et la mise à jour des délais d'instruction. En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant numéro 7 à la Convention de délégation 2021-2026 établie entre l'État et cette agglomération Méditerranée, l'avenant numéro 3 à la Convention de gestion des aides de l'ANA établie entre l'ANA et cette agglomération Méditerranée. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des questions?
qui concerne l'habitat. Je vois que cette agropole en fait un peu quand même. On peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. C'est toujours Gérard Canova qui nous parle de la politique de l'habitat encore. Oui, il s'agit là, Président, de la délégation de gestion des aides de l'ANA 2021-2026, avec le programme d'action 2024 de cette agropole Méditerranée. C'est pour son approbation. Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, cette agropole Méditerranée attribue les aides de l'ANA en faveur de l'habitat privé en application des priorités nationales et dans la limite des droits engagements qui lui sont délégués. Conformément au Code de la construction et de l'habitation, chaque délégataire doit élaborer son programme d'action. Ce document opposable au tiers constitue le support opérationnel pour l'attribution et la gestion des aides de l'ANA en définissant les priorités d'intervention du délégataire. Il fait l'objet d'au moins une adaptation annuelle pour tenir compte notamment du bilan annuel, de l'évolution de la politique générale de l'agence, des moyens financiers alloués, de l'évolution des niveaux de loyer applicables aux logements conventionnés et du niveau des engagements contractuels. Compte tenu de la circulaire de l'ANA relative à la programmation des actions et des crédits d'intervention pour 2024 d'une part, et des enjeux locaux d'autre part, cette agropole Méditerranée a élaboré le programme d'action 2024 qui détaille les modalités d'aide de l'ANA sur notre territoire au titre de la gestion déléguée. En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le programme d'action 2024 de notre agglomération annexé à la délibération. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas, donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le point 13 maintenant. Toujours Gérard Canova. Oui, donc le point 13 concerne les gens du voyage et plus particulièrement la révision du règlement intérieur des aires d'accueil pour approbation. Dans le cadre de sa compétence en matière d'aménagement, de gestion et d'entretien des aires d'accueil permanentes, cette agropole Méditerranée établit un cadre administratif et juridique définissant le fonctionnement des équipements et les relations avec les usagers. En lien avec la réhabilitation de l'aire d'accueil des gens de voyage de Frontignan, il est nécessaire de prendre en compte l'évolution de gestion de ces équipements et de réviser le règlement intérieur des aires d'accueil des gens de voyage de Frontignan et de Marseillan. Il est proposé les modifications suivantes. D'abord, la réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Frontignan, nouvelle structure tarifaire pour les redevances des consommations d'eau et d'électricité. La rénovation de l'aire d'accueil intègre un système de prépaiement qui permet d'individualiser les consommations énergétiques des usagers selon les quantités consommées. La révision des tarifs sont conformes à ceux en vigueur appliqués par les fournisseurs de cette agropole Méditerranée. Tarif de l'électricité, 15 centimes d'euros du kilowattheure hors taxe. Tarif de l'eau, 3,70 € du mètre cube hors taxe. Deuxième point, les nouvelles modalités du droit d'occupation des aires d'accueil. Les nouvelles conditions d'occupation visent à favoriser l'itinérance des gens de voyage avec une durée maximale de 120 jours. Pour des raisons spécifiques, il est possible de solliciter cette agropole Méditerranée pour une prorogation de séjour pouvant aller jusqu'à 60 jours supplémentaires. Troisièmement, optimiser la gestion des déchets et des encombrants sur les aires en réponse aux préoccupations environnementales. La restructuration de gestion des déchets sur les aires d'accueil suit les préconisations suivantes. Favoriser une approche individualisée des usagers en attribuant des conteneurs individualisés à chaque emplacement. Favoriser une approche individualisée des usagers en attribuant des conteneurs de tri sélectif, accompagnés d'un projet social visant à promouvoir l'apprentissage du tri sélectif sur les aires d'accueil. Et enfin, promouvoir l'accès aux déchetteries des usagers professionnels via une carte prépayée. En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d'abroger le règlement des aires d'accueil de cette agropole Méditerranée qui avait été approuvé en Conseil communautaire du 25 juillet 2019 et d'approuver le nouveau règlement intérieur des aires permanentes d'accueil annexé à la présente délibération. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. La question suivante, c'était l'aide aux entreprises. La SAS Import est spécialisée dans les éclairages pour l'industrie cinématographique et historiquement basée à Sète, au 11 rue de Berlin. Cette société prévoit de déménager dans de nouveaux locaux après leur rénovation à Ballarugue-les-Bains.
Créée en 2011, l'entreprise emploie 11 personnes et son activité est en croissance avec la perspective de développement lié au futur studio de tournage du Pic Saint-Loup. Ce projet de rénovation d'un entrepôt permettra à la SAS Import de se développer sur de nouveaux marchés de prestations avec des équipements adaptés. La SAS Import prévoit d'y créer 4 emplois supplémentaires en CDI. Le coût de l'investissement est établi à 600 000 € hors taxes, dont 100% de dépenses éligibles inscrites dans le plan de financement déposé par la SAS Import. Ainsi, conformément au règlement de l'aide à l'immobilier d'entreprise adopté par cette agropole Méditerranée, il est proposé d'attribuer une aide immobilière à la SAS Import. La participation de cette agropole Méditerranée s'élève donc à 54 000 €, soit 9% de l'assiette éligible. Et je vous rappelle que depuis le lancement du dispositif en 2017, cette agropole Méditerranée a accordé une aide à l'immobilier d'entreprise à 15 sociétés pour un montant de 1 440 363 € qui ont permis de générer la création de plus de 100 emplois. Et il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention de participation financière entre SAS Import et cette agropole Méditerranée, si annexé d'attribuer une subvention de 54 000 € à la SAS Import pour le financement du programme d'investissement. Cette société rayonne au niveau régional, mais au niveau international aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Pacon. Juste une simple remarque pour féliciter les personnes qui ont rédigé cette délibération, puisque vous le savez, je demande souvent des précisions quand il s'agit d'affaires économiques. Et cette fois-ci, on a des détails très précis et je remercie les personnes qui ont fait ça. Très bien, donc on peut passer au vote et moi je dis des questions, pas de questions, qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je passe la parole pour la question numéro 15 à Loïc Linares. Oui, merci Président. Donc il s'agit d'une délibération sur l'acquisition donc de parcelles pour des mesures compensatoires et plus précisément en fait une délibération qui vise à remplacer une décision précédente qui avait été adoptée au sein de cette assemblée donc le 6 avril 2023 relative à l'acquisition donc de terrains situés sur la commune de Gijan et propriété de M. Tabariès avec les conditions de négociation foncière qui ont évolué. Cette agropole Méditerranée donc, envisage l'extension du parc d'activité de l'Ambosque à Gijan. Les études environnementales sur ce site ont révélé des enjeux modérés à forts en matière d'espèces faune-flore, d'habitat et de milieux humides nécessitant la mise en place de mesures de compensation. Les recherches de foncier compensatoires s'inscrivent dans la stratégie ERC que nous avions validée au sein de cette assemblée, qui est gérée et mise en place par les services espaces naturels et le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. Et donc, il s'agit des parcelles AL 1, 2, 3, 4, 5 situées sur la commune de Gijan et propriété, comme je le disais, de M. Tabariès. Les négociations foncières ont permis d'aboutir à un accord dont les principales modalités sont la vente moyennant le prix global de 240 000 €, toute indemnité confondue. Ce prix se justifie en regard de l'intérêt général du projet en matière de développement économique et d'emploi et du fait que les fonciers sont les seuls à proximité ayant le caractère de zone humide pour pouvoir mettre en place la mesure compensatoire. L'acquisition est conditionnée à l'obtention par cette agropole Méditerranée de l'autorisation environnementale unique nécessaire au projet d'extension de l'Ambosque à Gijan. Donc si jamais cette autorisation n'est pas donnée, cette délibération et cette négociation foncière sera donc caduque. Il est donc proposé d'abroger la délibération du Conseil communautaire du 6 avril 2023 et d'adopter les termes du compromis si annexé entre cette agropole Méditerranée et M. Tabariès. Merci Louis. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas que ça suscite des remarques. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Et traditionnellement, on termine toujours par la question de Laurence Magne à la fin. Merci Monsieur le Président. Alors une question sur les déchets. C'est une convention avec Valobat pour la période 2024-2029 pour la reprise des déchets d'éléments d'ameublement collectés en déchetterie. C'est une autorisation de signature. Valobat, c'est le nouvel organisme dédié au soutien à la récupération des éléments d'ameublement usagés désigné par les pouvoirs publics sur le secteur géographique de cette agropole pour la période 2024-2029.
Les déchets concernés par cet éco-organisme sont notamment les tables, chaises, literies, matelas, mobilier de jardin, meubles de cuisine et tout élément d'ameublement. Le soutien de Valobat s'effectue de deux manières. D'une part, un soutien opérationnel en prenant en charge directement les rotations et traitements d'ébène en déchetterie, et d'autre part, un soutien financier assis sur les tonnages d'encombrants collectés en déchetterie, encombrants triés. Et c'est là tout l'intérêt effectivement du tri. Les recettes prévisionnelles seront de l'ordre de 70 000 euros par an, soit sur 6 ans, 420 000 euros. Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention entre 7 Agglopole Méditerranée et Valobat pour la reprise des meubles usagés. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Le dernier point, c'est la séance du prochain Conseil communautaire qui aura lieu le 27 juin à 18h, où je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas Benoît Debesse, mon directeur de cabinet à l'Aglo depuis quelques jours, ayant perdu sa maman, il est absent et on n'a pas pu déterminer le lieu de ce prochain Conseil communautaire. Merci. Cédric veut cette fois avoir le mot de la fin. Merci, Président. Non, je voulais juste... je me permets d'intervenir en quelques mots sur un sujet qui ne concerne pas directement notre Assemblée, mais qui pour autant concerne notre territoire. Vous n'êtes pas sans savoir que le conseil municipal de Bouzigues a connu ces derniers mois, disons, quelques tumultes, puisqu'une partie des élus avait décidé de bloquer le vote du budget, prédisant une pseudo-banqueroute. Le préfet a donc, comme l'impose la procédure réglementaire, saisi la Cour régionale des comptes pour qu'elle se prononce sur l'état financier de la commune et des budgets. La CRC, que vous savez, intransigeante avec les éléments financiers qui lui sont présentés, a émis un avis tenant compte des budgets présentés en 2024, qui ont été rejetés 2 fois, et de ceux exécutés en 2023. Il est proposé, en conclusion de cet avis que je viens de recevoir et que je vais rendre public, de solliciter Monsieur le préfet de l'Hérault pour rendre exécutoire le budget primitif 2024 tel qu'il a été présenté. Les élus qui m'entourent pourront ainsi poursuivre le développement des projets pour lesquels nous avons été portés aux responsabilités. La magistrate de la Cour des comptes, que je remercie sincèrement pour la qualité de nos échanges, a même soulevé un suréquilibre de budget dans des sections d'exploitation et d'investissement de plus de 1,1 million, qui devrait pouvoir permettre sans doute une baisse de l'imposition locale. Je me garderai de vous présenter les mesures que je prendrai à l'échelle de ma commune, cette instance communautaire n'étant pas le lieu adéquat, mais il me semblait important de vous communiquer cette information, notamment au regard des projets qui vont enfin pouvoir être engagés après des semaines de blocage, du retard, des projets qui bénéficieront à tous les habitants de notre territoire qui visiteront notre belle commune de Bouzigues. Merci, Président. Donc du coup, tu nous fais un coup à boire. Et du coup, Président, je peux vous offrir un coup à boire.